La conférence Ouest. The Western Conference. Oui, monsieur. Yes. On enchaîne. On s'est déjà occupé de la Pro A. On va s'occuper maintenant de la NBA. Il est con. On a déjà fait une vidéo sur la conférence Est, un long format, puisqu'il reste à peu près une vingtaine, trentaine de matchs avant le début des playoffs. Plein de petites observations à se faire. On a eu une semaine de break autour du All-Star Weekend à Chicago, où il y a eu des très très bons concours, tout Et ça. maintenant, on se lance dans la dernière ligne droite. Exactement. Et on sait qu'elle est importante. Tous les ans, Dynamique. la dynamique. Après, on regarde, on fait ah ouais, c'est vrai qu'ils sont arrivés en playoff. Sans dynamique. Ah, c'est vrai qu'ils étaient pas trop dans Oui, la une dynamique. bonne spirale. Bah ouais, ils sont sautés au premier tour. Et bah voilà. Bah ouais. Tout le monde n'est pas les Bah ouais, les Rockets de 95. ils ont passé le premier tour, mais au deuxième tour, ils ont une équipe sérieuse, ils ont dégagé. C'est ça. Voilà. Hashtag les Celtics de l'année dernière, par exemple. Hashtag les Sixers de cette saison si vous faites les cons. Par exemple. Mais ici, nous sommes à l'ouest. Ok, donc du coup, on va parler des 15 équipes qui sont plutôt de ce côté-là. Et on a des petites observations. Vous en avez évidemment plein, ça on en est sûr. On va se les partager, une sorte de ping-pong Voilà. avec des C'est ça. petits bonus à droite à gauche. Les choses à observer, quoi. Western Qu'est-ce qu'on a envie de Conference, regarder. ouais, et d'ailleurs, petit teaser, hein, on n'est pas trop sur le même type de course au playoff, puisque d'un côté, il y a moins qu'on ait déjà 8 équipes de qualifiés, alors que là, on est plutôt sur une bataille à 13. Ou 12, À quoi. 13 carrément. Allez, 13, 12. 12. 11 pour moi. Dez. Ok. Bon, Première observation, Alex. les Suns. Les Suns. Ouais, je commence par je fais le homer d'entrée, comme ça c'est fait, vous inquiétez pas. Non, pourquoi? Non, mais en fait, Qu'est-ce que tu vas observer sur votre fin de saison? eh ben déjà, je vais observer. D'habitude, à partir de la dernière ligne droite de la saison, Déjà, je vais ça regarder fait les au moins matchs. 3 ou 4 saisons. Franchement, la dernière ligne droite, je fais. Tu sais quoi? Je vais regarder Wizards Bulls. Oui, chérie. Ça a l'air bien Wizards Bulls. Oui, chérie, j'arrive. Il y a le premier carton de Devin Booker. Non, c'est de la Mais merde, j'arrive. Mais cette année, je suis un peu frustré par la saison, dans le sens où il y a eu pas mal de blessures. Il y a eu un début de saison assez cool. Ah, c'était super. Et après, il y a eu pas mal de blessures à la con. Il y a eu suspension d'Ayton, blessure de Rubio. Après, on a eu Baines. la blessure de... Hein? Baines. Saric. Enfin bref, on a eu pas mal de blessures sur des joueurs, des joueurs importants et des role-players importants. Là, ça va un peu mieux, on récupère un peu de l'effectif. Notre ami Monty, il commence à trouver un espèce, là, 5 majeurs. Moi, une espèce d'ailleurs de 5 majeurs. Sur les derniers matchs, moi j'aime assez bien là, ce qu'il fait, c'est-à-dire espèce de... un peu small ball. T'as quand même Ayton au pivot, mais je veux dire, tu n'as pas de vrai ailier fort. C'est-à-dire qu'il joue avec du Saric. Il joue pas avec Saric, justement. Il joue avec du Oubre. Michael Bridges et Kelly Oubre sur les postes 3-4. Évidemment, hein, Rubio, Booker, quand ils sont là, c'est les titulaires sur les Longueur postes. de bras de Oubre et Michael. Longueur de bras, qualité athlétique, ils sont plutôt bons défenseurs, ils sont un peu petits par rapport à certains ailiers forts qui vont Ça, croiser, c'est mais sûr. ça va. Ça va. Et puis Ayton prend de la place, du coup ça lui donne beaucoup de place dans la raquette. Ça donne un espèce de jeu où t'as quand même un peu de shoot. Booker évidemment, Rubio pas vraiment, et Oubre et Bridges ça peut dépendre, mais tu les laisses pas quand même tout seul. Ça donne de la place à Ayton, c'est assez intéressant. Vous avez défoncé Utah. On vient tout juste là de défoncer Utah. Juste avant, on a battu Chicago, plutôt proprement. Bon, après, c'était que Chicago, entre guillemets. Hein. Mais effectivement, on a défoncé Utah. Vous êtes capable, en fait. Hein. On est capable. C'est ça le terme. C'est pour ça que je vais regarder. Parce que je pense que ces Suns peuvent gagner des matchs sur cette dernière ligne droite. Et au moins arriver dans un range de 32, 33, 34, pourquoi pas aller 35 victoires, soyons fous. Ils ont combien aujourd'hui les Suns? 23 23. 24 23 24 Kobe. 24-34, donc 58, donc il reste 24 matchs. Faut en gagner la moitié. Allez. Voilà. C'est un peu... Oh Faut en gagner la moitié, Ah. faut y croire, et faut surtout se mettre dans... Tout le monde est sous contrat. Hein, c'est pas compliqué. Si tout le monde, Rubio, Booker, Ayton, Oubre a signé 2 années, Bridges est encore en vous connaissez votre 5 majeur. contrat rookie, il y a le cas Saric, il y a le cas Baines. Ok, bon, mais d'accord, mais tu vois, genre, voilà quoi. Tu mets les bases de on ton a 5 coupé majeur la semaine Tyler prochaine. Johnson, voilà. Enfin, je veux dire, on a des bases à construire.
Après, je sais que les fans les plus hardcore de Cactus vont me dire que sur un malentendu, vu que c'est la merde à l'ouest, on peut être dans la course au playoff. Personnellement, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas, parce qu'on va sûrement en parler dans cette vidéo de cette fameuse course à la 8ème place. Je pense que malheureusement pour eux, les Suns partent de trop loin. Non, faut pas déconner. Oh. Il y a des... Non. Puis tu parlais de dynamique, il n'y a pas la dynamique du début de saison où il y avait vraiment genre tout le monde qui jouait, etc. Vraiment un truc de fou. J'y crois pas. Par contre, je fais quand même regarder les matchs et ça, c'est nouveau. Oui, ça j'avoue, c'est vrai que c'est nouveau. Avec les Suns. Non, regardez les Suns au mois de mars. Passé, il y avait au moins la possibilité quand même de voir les jeunes qui se développaient, mais là ils se développaient pas. Là ça joue. Mais là, depuis 2-3 saisons, les Suns au mois de mars, franchement, j'étais là, genre, vas-y. Je suis d'accord. Je crois que tu l'avais vu, j'avais pu balancer la stat, notamment je crois sur l'oiseau bleu. Combien de matchs vous avez joué cette saison avec Baines, Ayton, Rubio, Booker, Oubre actifs? Bah ouais. Une quinzaine. Ouais, maximum. Pas assez. Terrible. Et t'es plutôt bon. Et le bilan était bon. Là aussi, on a aussi un autre facteur, c'est qu'Ayton, non seulement il était suspendu, mais en plus après il a eu des petits soucis de cheville. Là, ça a l'air d'aller mieux. J'aimerais bien aussi voir ce pépère-là, quand il a pas de soucis de santé, avec des bons arrières ailiers autour. On a vu. C'est bon. Genre, quels que soient les intérieurs adverses. 20-10 20-10 quand il est malade, ça, c'est 26-15 qu'il peut faire souvent. Tu vois, genre, il est quand même ça le rebond. Il peut aussi prendre 38-13. Par contre, de l'autre côté. En défense, il y a du taf. Là, je suis d'accord. Par contre, il pèse. Il pèse au rebond. Et il est capable de scorer sur un peu tout type d'intérieur. Ouais, il s'en fout. Donc il y a un truc à faire. Il y a un truc à construire. Donc voilà, donc je vais les regarder. Regardez les Suns. C'est tout. Allez-y. Voilà. C'était la minute Homer, je suis bien d'accord. Moi, évidemment, sur le mois de mars, notamment, et sur début avril, c'est le retour du chef. Il y a Stephen Curry qui devrait jouer. Alors, Steph va jouer cette saison. Quand on était au début de saison, on s'était dit, tiens, il s'est fait mal à la main, on a fait un apéro spécial Warriors Bois, c'est le bad trip, ne sachant pas qu'en fait... Tac, machin, Andrew Wiggins, un pick de draft. En fait, on va être premier. Puis on va faire un trade, on va récupérer Bradley Beal. Ou je ne sais pas qui. On va voir Bob Myers, on le sait, light years ahead. C'est pas ça le sujet. Steph s'est fait mal à la main. Il s'est pris un Aaron Baines sur la minace. On s'était dit, normalement, il est shut down, on ne devrait pas le retrouver de la saison régulière. Eh ben, ils ont été très clairs. On l'a vu. Curry à l'échauffement, envoyer des bombinettes encore de 150 mètres. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller très très bien. Les ficelles elles tremblent vénère. Tout le monde commence à faire. Merde, c'est vrai qu'il est de retour lui. Steve Kerr, Bob Myers, même vas-y, Steve Kerr, Bob Myers, Draymond Green, même ligne de communication. Nous on est très clair. On a dit qu'on changeait de stade. On a dit qu'on avait un joueur qui était phénoménal. La NBA et les Warriors se portent mieux quand Stephen Curry joue. Je suis trop content d'avoir des joueurs et coachs qui pensent ça. On était nous-mêmes enfermés, et moi le premier dans la vidéo qu'on avait tournée pendant l'automne sur le fait que non, on fallait pas prendre le risque, etc. Curry, et eux sont les premiers à vouloir prendre ce risque entre guillemets, c'est-à-dire on y va. La vie est juste meilleure quand Steph il fout le bordel à 4h du matin, tu vois. Et ça j'ai vraiment hâte parce que honnêtement, je m'en fous totalement de savoir si ça va marcher là tout de suite avec Draymond, Wiggins, etc. Ça peut être intéressant, mais tant que le groupe n'est pas au complet avec Clay, pour moi, je m'en tape rarement. Mais vraiment, je m'en tape. M'intéresse, la prochaine échéance pour moi des Warriors, elle commence le 20 octobre prochain, quoi. Oui, mais il y a quand même la possibilité, vu qu'on connaît le client, qu'en fait, quand Steph y revient là, tu le vois pas venir là, le 48 points à 12 sur 19 à 3 points. Faut voir, il s'est quand même fait une vraie fracture de la main et tout. Non, bien sûr. Enfin, faut voir, je sais pas où est. Juste le simple fait de réavoir Curry, échauffement, présence, c'est un mec qui rayonne. Il a fait rayonner la NBA depuis des années, et là de le revoir sur les parquets, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Non, mais pour le fun et le spectacle, je suis très content. Mais la prochaine vraie grosse échéance des Warriors, sérieuse, hormis la draft, c'est le début de la saison prochaine, allez, on va dire septembre, avec le camp de pré-saison. Au niveau sportif, oui, au niveau performance, mais après, il y a quand même... Je répète, ça devrait être un camp de pré-saison d'équipes qui visent le titre. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais, tu vois, tout le monde c'est un délire, les mecs sont derniers de la ligue aujourd'hui. Oui, ça, après... Non, mais c'est quand même... Il va y avoir un petit turn-up, là, qui va être bien violent. Hein. Oui, mais je pense... Le record d'une saison sur l'autre, de nombre de wins... Oui, tout à fait, ils peuvent l'exploser. Ça peut limiter un objectif. Ils en sont à combien ? Ils en sont qu'à 12 là pour l'instant. Ils sont à 12 victoires. Hein. Non, mais ils peuvent faire c'est simple, ils font un plus 50 et ça passe et merci, au revoir.
Mais juste le fait d'avoir Steph qui rejoue, je trouve ça bien. Donc à suivre, ça va être sur le mois de mars là, qu'on devrait retrouver Curry. Donc ça veut dire les mêmes célébrations, les machins, 2-3 matchs un peu kiffants. C'est cool d'avoir au moins ça quoi, dans tout ce bordel. Je pense que c'était le premier lui à se dire, putain c'est frustrant tout ce qui s'est passé là sur la planète basket et de pas pouvoir être là et de pouvoir juste sortir sa frustration et jouer. Très hâte de retrouver le chef sur les parquets, Steph. Point suivant. Point suivant. Puisque j'en parlais juste avant, je vais aller crescendo. Qui c'est qui va être 8ème là de l'Ouest? Parce que dis donc. Zappons tout de suite 7-6. Oh, franchement, Dallas et OKC ont une marge. On peut la donner à l'audience? Ils ont une marge. Sur les suivants, bien sûr. Oui. OKC, 35 victoires, 22 défaites. Dallas, 35 victoires, 23 défaites. Memphis, 8ème, 28 victoires, 29 défaites. Il y a 6 défaites d'écart. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Et en Dallas et OKC sont plus proches du Jazz et des Rockets qu'autre chose. Hein. Tout à fait. En fait, ils regardent plus vers le haut, eux. Hein. Ah, le Thunder, bien sûr. Dallas aussi. Et Dallas aussi, oui, tout à fait. Non, pour moi, il y a une bataille sur la 8ème place. Il y a aujourd'hui Memphis qui, comme tu viens de le dire, tient cette place. Ils sont... Surprise. Quelle belle surprise au passage. Magnifique surprise, ça joue bien. Malheureusement. John, là, la blessure de Jaren Jackson, là. Blessure de Jaren Jackson. Au mauvais moment, celle-là. Tout à fait. Blessure de Jaren Jackson, mauvaise dynamique et calendrier, n'allez pas le voir. Calendrier, oh là 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 là. Mais c'était très bien. Voilà, c'était très bien. C'est un calendrier de chasseur d'ours. Ouais, c'est ça. Hein, tu vois. C'était parfait. Ouais, c'est pas bon. Donc derrière, il y a Portland, juste derrière. Enfin, juste, pas loin. 26 victoires, 32 défaites. Ouais, ils ont 2 matchs. Ils ont 3 défaites. Ouais, c'est ça, 3 défaites. Et il y a les Spurs aussi. Tout à fait, 24 victoires, 32 défaites. Et il y a les Pélicans qui, eux, sont en train de se mettre doucement dans une dynamique assez sympathique. Donc du coup, il va y avoir une bataille autour de cette 8ème place. Pour se qualifier en play-off, est-ce que les Kings ou les Suns peuvent venir se greffer dans cette bataille? Moi, j'y crois pas. Je crois que les Suns sont trop courts, comme je l'ai dit précédemment, et je crois que les Kings, ils vont regretter amèrement leur début de saison foiré, parce que je trouve qu'ils jouent pas si mal que ça là, ces derniers temps. Mais malheureusement, je pense qu'ils partent de trop loin. Trop loin. Donc je pense que c'est une bataille à 4. Grizzlies, Blazers, Pelicans, Spurs éventuellement. C'est une bataille à 3. Et j'aurais bien envie, comme ça je te tends une grosse perche, j'aurais bien envie de mettre ma pièce sur les Pélicans. Moi, c'était placé depuis quelques temps. Tout à fait. Merci, magnifique pour ce alley-oop. En tout cas, je vais suivre ça. C'est hyper intéressant. Sûr. Les Pels, comme vous le savez, pareil. Tous les tweetos, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre les comptes des différents membres de la team de Trash Talk. Notamment, on a annoncé sur le fait que les Pels, en termes de dynamique, bon, alors là, c'est juste magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont enfin le groupe dont ils avaient envie depuis longtemps. Drew, Zion, Lonzo, Ingram All-Star, Redick. Ça y est, ils ont Favors, évidemment, Nicolo Melli. Enfin, les mecs peuvent enfin, Alvin Gentry peut enfin compter sur son crew. Le crew sur lequel on se touchait tous pendant l'été. On se disait, waouh, quel 5 majeur, ça va être trop bien, etc. On a eu la blessure de Zion qui a pas mal cassé cette dynamique. On a eu les rumeurs de transfert, aussi petites fussent-elles, autour de Jrue Holiday pendant le mois de janvier, juste avant la trade deadline. Il y a eu aussi 2-3 murmures sur JJ Redick qui sentait que lui, il allait pouvoir peut-être louper les playoffs, et l'autre, il n'a pas loupé les playoffs depuis la maternelle. Non, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Il l'avait dit d'ailleurs en conférence de presse au moment où il avait débarqué à New Orleans. Il a dit à Zion, gros, moi j'ai pas prévu de venir ici pour ne pas aller en playoff. Et ben franchement, JJ Redick, je sais pas si t'as vu du coup comme nous comment Zion Williamson joue depuis quelques temps. Mais Zion, c'est très très grave. C'est-à-dire que là, on parlait de dynamique avec des rookies. Ce que Zion est en train de nous faire là, au bout de quelques matchs de NBA, c'est impressionnant quand même. Et avec 25 matchs à venir, on a envie de voir là. Moi, j'ai envie de voir tous les soirs. Déjà, j'ai envie de voir tous les soirs. Dans le jeu, il m'hallucine. Défensivement, il y a. C'est pas mal. C'est mieux que ce que j'aurais cru. C'est mieux que ce que j'aurais cru. Là où je suis vraiment halluciné, c'est. On avait vu à Duke sa capacité à jouer pour les autres balle en main. Il y a un jeu de passe qui est fabuleux déjà pour un joueur de son poste, je trouve. Il trouve des espaces, il a une lecture de jeu, ligne de fond ou sur pick and roll qui est vraiment beaucoup trop avancée pour son âge. Et on avait tous cette crainte liée à son moteur et cette surutilisation, et donc qu'il pouvait retomber salement ici ou là.
tu vois, il y a un truc qui est étonnant, c'est que des gros pétards là, de Zion Williamson, là, des gros posters et tout, il en passe pas trop pour l'instant. Mais en même il n'y a temps, pas de prise de risque énorme. Il a un poil en surpoids là. Bon, oui, potentiellement, mais c'est il aussi... peut être mieux, je pense qu'il va travailler aussi. Je pense qu'il y a aussi la façon dont il est utilisé par la viginatrice, c'est qu'il n'est pas encore en mode TGV derrière un screen et il finit avec la force. En ce moment, c'est comme tu le dis, en ce moment, regarder Zion Williamson jouer, c'est... Tu sens que tu es en train d'assister à un phénomène. Oh putain, faut pas qu'il se blesse, s'il vous plaît. Et là, vu qu'il est vraiment en train de trouver son rythme physiquement et de comprendre, il comprend vite le jeu, hein, putain. Là, il y a des mecs... Offensivement, honnêtement, mais quand il se lève le matin, il a déjà mis 20 points à l'autre, tellement il est efficace. Franchement, c'est violent. Il est efficace de ouf. Quand il chope la balle des mains de Giannis, quand il arrache le ballon des mains de ses adversaires. Il y a cette espèce de violence qu'il a en lui, là, qui est un truc tout bizarre. Chez les Warriors, il a du rebond offensif, plus la faute avec le cri. Il y a son côté bestial, qui est hallucinant, mais ses finitions. Ouais, tout doux. Il avait un toucher, main droite. Il avait un toucher qui était déjà déclaré, mais là... J'utilise la planche. Ces démarrages, là, quand il reçoit la balle, à l'espèce décalé, de poste à 45, là, à 5 mètres, là, il fait comme ça, là, il fait un espèce de... Il sait comment provoquer les fautes. Genre feinte et puis alors là grave. Alors il faut qu'il progresse au lancer. Qu'est-ce qu'il en rate? Oui, voilà. Parce que par contre son shoot est pas dégueu. Mais tant mieux, tant mieux. C'est pas dégueu son shoot. Tant mieux. Tant mieux à la limite qu'il a encore des marges de progression. Il a mis un 3 points à Golden State, ça faisait depuis novembre, je crois qu'il avait pas mis un. Mais pour le coup, j'avais ouvert tout à l'heure, bouge pas. Je suis le premier en tout cas à être halluciné par juste ne serait-ce que l'approche juste de Zion, c'est-à-dire il aurait pu vouloir sauter sur tout le monde et faire des réceptions dégueulasses. Non. Pas. Il est vraiment en contrôle de son jeu et il domine. Et donc du coup ça mène donc évidemment à la dynamique de New Orleans où ils sont là genre hop Memphis est en train de chuter, Portland je suis pas sûr, San Antonio faut qu'on les mette dans le rétro. Il y a moyen. New Orleans peut aller en playoff, ils ont les vétérans pour jouer sereinement là en fin de saison, Jrue, Redick, Favors. Attention les Pels, c'est regardé de très près. Il prend 15 tirs par match là depuis qu'il a commencé sa saison. Il en met 59%. Ouais, ça, il en met 8. Il est à presque 42% de loin. Il en a pris quoi, 3? Non, pardon, il en a mis 3. Il en prend un par match. Il en prend un par match? Ouais, c'est ce que j'ai en stat là. Il en prend un par match, bon voilà. Il en met 1 sur 2,5 quoi. Pour les plus matheux, hein. Mais bon bref on s'en branle. Ça veut dire qu'il a un potentiel de loin et de toute façon on l'a vu aussi dans le périmètre, hein, prendre des petits jumpers, hein. Derrière des écrans, il peut pop, hein. Il est pas obligé de rouler lui, hein. Non, il peut pop quand il reçoit la balle au poste, le poste élargi là, il se retourne, il est face au défenseur, il peut ou shooter, si le mec ne fait ne serait-ce que ça, l'autre il démarre, une fois que c'est lancé, c'est terminé. C'est fatigant. Il est trop puissant, il a un bon handle. Il a un exceptionnel handle pour son poids. Oui, c'est ce que je dis. Et au rebond, il est pas hyper prolifique. Par contre, il est actif. C'est-à-dire que il va aller te chercher. C'est-à-dire que il prend un peu plus de 7 rebonds par match depuis qu'il est revenu. Mais il est à 3,5 offensif et 3,5 défensif. En fait. Non, bien sûr. Ça, c'est une arme incroyable, ce joueur, à ce niveau-là. C'est à surveiller, en tout cas, sur la fin de saison, avec le reste des Pels qui peuvent faire chier. Et oui, en effet, même si on a envie de se dire que l'issue elle est déjà décidée sur ce genre de tour, des Pels qui sont dans une bonne dynamique et qui se qualifient en playoff, s'il faut y lâcher des dents au premier tour, c'est relou, tu passes, mais c'est relou. Je suis désolé, c'est relou. C'est fatigant. T'as pas envie de jouer. Non, et puis pour eux, dans leur évolution, t'as Lonzo Ball, t'as Brandon Ingram qui est jeune, qui vient d'être All-Star, t'as Zion Williamson qui aura joué à peine une demi-saison. Josh Hart, très bien qu'on n'a pas cité. Josh Hart, plutôt très bien. T'as éventuellement un Derrick Favors à convaincre et à garder à pas cher. Si Jackson Hayes quand on lui pas une caméra dans les. T'as du Jackson Hayes, voilà, faut éviter de trop le filmer lui, mais sinon il est pas dégueu, il peut être intéressant. Nickel Alexander. Jrue Holiday, Nickel Alexander Walker que Gentry utilise peut-être pas comme on l'espérait, mais après c'est compliqué, hein, il y a du monde sur son poste. Hein. Ouais, du monde, et puis la hype de Summer League aussi a bien baissé. Hein. On est d'accord. Mais en tout cas, il y a un vrai groupe. Ce groupe, s'il peut se battre en fin de saison, se créer une espèce d'osmose, arracher une 8e place, même si c'est pour se faire salir un petit peu au premier tour de playoff par des Anthony Davis ou des LeBron James au hasard, tu vois, c'est pas grave. Non, c'est ça. C'est pas grave. Tu peux aller chercher cette 8e place. Prendre, même, et je pense qu'ils l'ont clairement dans le viseur. Ils se disent, oh putain. Ils vont se battre pour. Hein. Il n'y a pas de 7e ou 6e place. Donc si tu y vas, en effet, tu shootes pour la 8e. Voilà, s'ils arrivent à gratter la 7e place, ça veut dire qu'il faut une fin de saison non, malade. Non, tout à fait. Attention. Il y a pas. En plus, il faudrait faire tomber encore d'autres équipes. Attention, c'est pas prévu. C'est chaud. Tu vas chercher la 8e et franchement, les Pels
La hype, elle était cet été, et vraiment, on a été tous un peu genre. Le flanc est un peu retombé à cause de la blessure de Zion, et là, ça y est, là, ça remonte. Tu te dis genre, wow. Ouais. Regardez les Pels. Et content pour Alvin Gentry, du coup. Content pour Alvin Gentry. Il y a eu un moment, là, en novembre, là, quand il prenait des défaites. Content pour Jrue Holiday aussi. Oui. Parce qu'il mérite, tu vois. Ouais, Jrue Holiday, franchement, c'est vraiment un pur joueur, un bon vétéran et tout. Il fait pas chier, il ferme sa gueule. Et là, il se retrouve avec des bons jeunes autour de lui, avec de l'avenir, quoi. Tu vois. Moi, je trouve ça cool. À suivre les Pels. Point suivant. Point suivant. J'ai envie de parler de notre Frenchman Rudy Gobert. Depuis que Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont été annoncés All-Star, on peut dire que c'est pas la fête du côté du Jazz. C'est assez bizarre, mais la fin janvier, le début février du Jazz, ça fait pas rêver quand même. On est d'accord. Ça sent un peu j'aimerais bien. C'est quand on a fait un apéro sur eux, qu'on avait dit ouais, le Jazz trouve le rythme et tout, c'était pas si longtemps que ça. Bah non, parce que c'était début janvier, ils ont enchaîné je sais pas combien de défaites consécutives. Ils ont vite reperdu le rythme. Ah, bien sûr. Ils sont encore bien là, le Jazz, attention. Ça sentait un peu les performances pour être All-Star. Et c'est pas contre eux, parce qu'il y a plein de joueurs qui font ça chaque année, mais les vrais All-Stars, ils le font toute la saison. Il y a de ça, et puis il y a tout plein d'enjeux pour nos amis du Jazz. Déjà, eux, dans cette histoire de course au play-off, ils vont aller en play-off le Jazz, hein, attention. Mais par contre, là, ils sont vraiment sur une dynamique assez dégueulasse. Sur les 10 derniers matchs, tu n'en as gagné que 4. Tu viens de perdre 3 fois de suite, là, tu es sur 3 défaites d'affilée. Donc tu commences à avoir du Thunder et du Mavs au cul. Et puis, tu es que 5e. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce Jazz-là va peut-être devoir jouer démarrer les Rockets sur l'avantage du terrain. Les Rockets ou autres, hein, parce que les Rockets ou les Clippers ou les Nuggets, tu vois, en fonction de comment ça se bricole au-dessus. Sans l'avantage du terrain ni rien, c'est quoi ? C'est ce Jazz-là, là, avec 2 All-Stars, il va se faire déboîter au premier tour de play-off, là ? Non. Tu vois, non, mais je demande juste. Pas déboîter. Non, donc du coup, au milieu de tout ça, il y a Rudy. Non, déboîter, non, c'est dur à déboîter, mais enfin, quand même, hein, ils ont pris cher ces derniers temps. Hein, ils ont pris... C'est des genoux qui découvrent qu'en fait, pris de la clacos. Hein. Bien sûr, mais c'est des genoux qui découvrent que pour être parmi l'élite, il faut que tu joues comme l'élite tous les soirs. Voilà, et ils le font 1 mois et demi. Et au-delà de Rudy Gobert, c'est plus en collectif global que j'ai envie de critiquer le Jazz. Et pour Rudy, à titre personnel, je vais m'intéresser beaucoup au match du Jazz et je vais regarder comment se comporte Rudy dedans. Parce que quand même, est-ce qu'il peut être 3 fois défenseur de l'année de suite, Rudy Gobert ? Il peut. Si c'est pas lui, qui va lui piquer ça là ? Il y a du monde. Vas-y, comme ça, t'as qui en tête ? Adebayo ? Anthony Davis. Anthony Davis, oui. Anthony Davis, c'est bien ça. Giannis, ouais. Giannis, il va aussi avoir sûrement le MVP quand même, donc peut-être il va peut-être pas tout avoir, mais il peut tout avoir, ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, il y a des gens. Il y a du monde. Hein. Mais il est quand même dans la course, Rudy, ou je m'enflamme ? Ah, il est podium, les yeux fermés. Il est quand même dans la course. Il est podium. Vu ce qu'il a fait, parce que c'est pas, qu'on soit d'accord, il y en a qui vont vriller quand ils vont entendre dire podium, les yeux fermés. On est souvent au cul du camion en termes d'actu. Donc quand tu regardes Rudy les 3 semaines, tu dis bah ouais, c'est pas top. Alors que quand tu regardes les déclarations qui sont faites par les entraîneurs post-match depuis début décembre jusqu'à début février, ils ont dit il affecte trop le jeu en défense. Quand on fait du scouting report d'avant-match, il nous terrorise. Et je crois que ça joue dans la tête des votants. Donc oui, il est podium à l'heure actuelle, mais il faut aller finir. Voilà. Et là, il a une dernière ligne droite, mon Rudy. Il a une dernière ligne droite. Moi, je veux voir du Rudy à 15 rebonds et 2 contre ennemis là. Et des victoires. Et des victoires. Et de l'impact dans les bons moments. C'est quoi, c'est contre Dallas qui fait son contre de fou là, le match qu'on avait vu là, Dallas-Utah. Juste après le Paris Game. Le lendemain du Paris Game, ouais. Où il fait une crêpe monumentale, c'est dingue. On croit qu'il est trop loin et en fait non. Ouais. Ça, ce genre de match. C'est clutch. En plus, c'est clutch. Mais ouais, sur la dernière ligne droite de la saison, je vais essayer de regarder Utah dès que je peux. Et quand je vais regarder Utah, c'est clair que je vais regarder mon Rudy, comment il se comporte, comment il se déplace, est-ce qu'il est bien en forme physiquement, et est-ce qu'il arrive à impacter le jeu comme il a su le faire tout au long de la saison pour être dans la course à un truc, je veux dire, historique. Je veux dire, des triples défenseurs de l'année, déjà, il n'y en a pas des masses, mais alors 3 fois de suite, bon, c'est Dwight, quoi, c'est tout. J'ai Dwight. Après, il y a Ben Wallace, évidemment, et Mutombo qui en ont eu 4 chacun, mais ils n'ont pas 3 fois d'affilée. Non. Eh ouais. Quand même. Mais bon, il est surcoté, comme on peut le Il est dans cette discussion,
certains réseaux. Il est dans cette discussion pour moi de manière absolument indéniable, à condition qu'il retrouve un certain rythme et une certaine aura sur la dernière partie de saison. Là, depuis qu'ils ont été annoncés All-Star, lui et Donovan... Ouais, ils prennent ça pour acquis. Ils ont, je sais pas, il y a eu un petit truc et ça se voit dans Utah, donc ça perd, Ils sont canés, c'est moins impactant, Mmh. et du coup, tu commences à te poser des questions, tu te dis attention. De toute façon, Mike Conley se met toujours pas en route aussi, c'est pareil, ça, qu'est-ce qu'il attend? il y a eu quelques bons matchs avant l'All-Star Break, mais c'est vrai que c'est pas aussi régulier qu'on aimerait. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste, nous, on s'est posé la question. Le recrutement qu'on a vu du Jazz cet été, on a parlé pendant l'apéro, etc. On était contents pour eux, mais la question reste la même. Qui est le franchise player de cette équipe? Je veux dire, on adore la qualité de scoring de Donovan Mitchell, on adore la qualité défensive de Rudy Gobert, mais un franchise player, les mecs, les superstars qu'on retrouve justement en tête au Star Game, etc., que ce soit dans les votes ou dans les choix des joueurs, c'est des mecs, tous les soirs, ils répondent présent. Tu n'as pas de coup de baisse, de down. Non, c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre, en fait, ces mecs. C'est que, ok, compter sur le collectif, c'est très bien, mais Rudy, si t'es All-Star, si t'es All-NBA team, et si Donovan Mitchell veut le faire aussi, tous les soirs, les mecs, ils s'entourent sur le calendrier, ils font genre, toi, je vais te mettre la misère. C'est que là, tu vois, tu parlais, là, les Suns les ont défoncés, le Jazz. C'est pas normal. Et Donovan, il nous en met combien? Il nous en met 38. Hein. Il met 38 points. Ouais. Donc, tu joues les Suns, t'as ton arrière titulaire qui met 38 points et tu perds de 20. Il y a deux côtés du terrain. T'en prends 133 par les Phoenix Suns. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, Quinn Snyder, donc tout le monde, personne n'est aussi ciblé. Voilà. Tout le monde est responsable. Voilà. Et donc, Rudy, au milieu de tout ça, il a quand même un gros truc en jeu individuellement et collectivement. Parce que le Jazz, attention à la dynamique, hein, on en parlait. Hein. Attention à la dynamique en arrivant en play-off. Hein. Allez. Le Jazz qui arrive en play-off sans l'avantage du terrain pour se jouer des Rockets ou des Nuggets ou des Clippers. Franchement, pas cool. Hein. C'est relou. C'est pas cool. Hein. Tout à fait. T'auras plein de mecs sous contrat et t'es content, mais t'as pas envie de... on parlait de Jason Tatum dans la vidéo précédente. T'as pas envie de te rapprocher du bureau et de dire à Donovan Mitchell, t'es sûr tu veux pas rester dans le coin? Ouais. C'est bien, franchement. Ouais. Tu veux aller à Los Angeles? Ouais. Merde. Tu veux dire que ton talent mérite des plus grosses caméras? Fais chier. Ouais. Ouais. Faut faire attention à ce genre de sujet, les copains. Ouais. Je suis bien d'accord. Autre copain de la même division, tu parlais du Jazz, je parle juste des Wolves. Ça va être très rapide. Hein. On a vu, parce que juste, on a eu toute cette hype autour de l'arrivée d'Angelo Russell, etc. Et puis Kat, il se fait mal. Et il est pas sa saison, lui. Hein. Absence à durée indéterminée. Fait chier. Je demande juste une chose. Vu le taf qui a été fait par Gerson Rosas, là, sur ce mois de février historique, où le mec, il a quand même réussi à faire, regarde mes mains, ouah, je vais te mettre un All-Star. Quand même. Ok. On verra. Non, mais je veux dire par là, le tour de magie qu'il fait, c'est quand même d'avoir réussi, et tu l'as dit, donc moi aussi je l'ai dit, c'est quand même que le mec a réussi à foutre d'Angelo Russell dans le Minnesota en l'espace de 8 mois. Voilà. C'est un tour de magie. C'est un tour de force. C'est bien joué. C'est quand même assez énorme. Maintenant, donc le mec qui réussit à faire ça, tu te dis, bon... Les deux choupinous, là, ils sont contents, ils sont entre copains. Voilà. Bon, là, Kat est blessé, donc on va pas commencer à... c'est ça qui en fait me fait chier, c'est que je n'ai pas envie de 30 matchs de d'Angelo Russell où il est tout seul... avec Josh Okogie et compagnie. Je vais regarder les copains, les Nasri, Jared Culver, etc. Malik Beasley. Parce que j'ai besoin de voir justement Malik Beasley. Pareil, c'est un trade qui m'a assez intrigué et il a montré des débuts assez prometteurs. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on voit juste des débuts de Malik Beasley plus d'Angelo Russell et c'est tout? Ou est-ce qu'on a l'occasion de retrouver Karl Anthony Towns à partir de mi-avril, mi-mars, fin mars, parce que mi-avril ça va être compliqué. À partir de mi-mars, fin mars, et d'avoir quelques matchs avec tout le groupe. Je pense qu'ils seront souvent ensemble, D'Angelo et... On va les retrouver, mais chez Lidl. En fait, tout à fait. Oui, ou aux Caraïbes. Oui. À partir de mi-avril, hein. Il fait frisquette. En vacances entre potes. Il fait frisquette. Ouais. Parce qu'après, il y a Paris. Tu vois. Il faut aller à Paris et à Milan après. Voilà. Non, mais voilà. Moi, j'aimerais bien suivre un petit peu la fin de saison des Wolves avec... C'est vrai qu'on aimerait bien en voir un peu. On aimerait bien en voir un petit bout, on aimerait bien voir du D'Angelo balle en main avec son pote Charles-Antoine qui vient lui faire un écran. Ils ont joué tout ça. Ouais, ils ont joué leur premier match à Toronto. Et moi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un match que j'avais autant hâte de voir. Alors qu'on parle des Wolves, tu vois, contre les Raptors. Enfin, c'était pas un truc... Comme ça, après, ils pourront lancer leur opération séduction de Booker. Ça y est, tu commences à prendre conscience. Bon, pourquoi pas.
C'est possible en plus, c'est entre potes. Aujourd'hui, les joueurs, ils veulent plus gagner, ils veulent jouer entre potes. Là, c'est parce que tu me disais, non, c'est mort. Bon, j'y crois pas trop. Franchement, le mec, il a 50 contrats à Phoenix. Ça va quand même être compliqué de convaincre les Suns. Hein. Je veux bien être sympa, mais. Je sais plus c'était dans quelle vidéo qu'on a fait ça. Ça va être tendu, mais je dis pas que c'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est comme les mecs qui veulent jouer entre potes et que t'es dans deux équipes qui ont des résultats de merde, que les joueurs sont forcément pas tellement contents, tu peux à tout moment avoir des espèces d'histoires comme ça qui se mettent en place. Maintenant. C'est pour ça que je dis la fin de saison, c'est la fin de toute la saison. Que Charles-Antoine et D'Angelo commencent par avoir des résultats, maintenant qu'ils sont contents d'être entre copains, qui commencent par avoir des résultats et à montrer un peu de jeu. Déjà. Tu vois. Genre pour commencer. Ensuite, ils pourront se préoccuper de savoir quel autre copain faut faire venir pour qu'il soit vraiment content et que ça arrête de chouiner. C'est ça. Les Wolves, s'il vous plaît, si vous pouvez faire jouer Karl Anthony Towns avec un bras sur la fin de saison, ça serait chouette. Ouais, Merci. voilà. Faites-le jouer blessé, on s'en fout. Oh, ça va. On veut voir du pick and roll. Finition main gauche. Allez, vas-y, point suivant. Je continue à monter gentiment dans le classement de la conférence Ouest. Hein. J'ai commencé tout en bas dans le cambouis avec les Suns. Je suis passé par la petite bataille de la 8e place, Rudy Gobert et le Jazz. Là, j'ai envie de m'intéresser au Tiny Micro Ball de nos amis les Rockets. On en a déjà parlé dans la vidéo. C'est laquelle on en a parlé? On s'est marré un peu. Bilan de trade deadline. Ouais, c'est ça. Bilan de trade deadline. C'est un classique à avoir. Je maintiens. Aucune équipe ne m'excite plus en ce moment que les Rockets. Et dans le sens, j'ai envie de les regarder parce que je suis intrigué. J'aime les expériences. Qu'est-ce qui se passe? J'aime le changement. Qu'est-ce qui se passe? J'aime la nouveauté. Et là, c'est pas nouveau non plus complètement, mais c'est quand même, il y a quand même un vrai truc. C'est-à-dire, il y a un vrai pari tactique. Je veux dire, l'autre jour, je les ai vus jouer. C'était contre qui? C'était contre le Jazz, tiens d'ailleurs. Contre le Jazz qu'ils ont battu d'ailleurs. Où là, je vois Jeff Green qui rentre. Ouais, tiens, c'est vrai, ils ont récupéré Jeff Green. Putain, c'est le grand, en fait, c'est le géant, quoi, Jeff Green maintenant là. Avec des Marie Carroll. Ouais. Jeff Green qui n'est pas non plus un spécialiste défensif. Hein. Bon rebondeur, Jeff Green. Un bon défenseur. Oh, ouais, vite fait. Hein. Je préfère Tucker et Covington, hein, clairement. Oui, bon, attends, mort. Non, mais j'aime bien tel joueur, mais je préfère Scottie Pippen et Bill Russell. Oui, bah non, Alex, t'exagères. Non, mais Jeff Green, c'est pas ouf. Ça contre un peu, ça rebonde, quoi. C'est pas ouf sur le bonhomme, ça va. Ah ouais. Vas-y, je t'en prie. Bon, bref. En tout cas, je vois Jeff Green qui rentre. Ok, c'est le grand, tout ça. Je commence à regarder. Enfin, je crois que j'ai pas raté de match des Rockets là depuis. Depuis le transfert de Capella. C'est je crois que depuis le transfert de Capella, je regarde les Rockets. Il y a un entraînement en direct. Ouais. Oh putain, j'arrive. C'est trop bien. En plus, Harden et Westbrook là, ils ont l'air quand même de monter en régime. Mine de rien, l'histoire d'amour. Russell, c'est très grave. Ouais. Et même Harden, ça commence à aller un petit peu mieux. S'il avait son coup de mou en janvier, là, ça va un petit peu mieux. Tu vois, ça va un petit peu mieux. Il sort son nez des strip clubs un peu là, et puis il va commencer à se remettre à jouer au basket et tout. Ils jouent gros ces deux-là. Ils jouent gros quoi. On a deux anciens MVP, des joueurs absolument extraordinaires. Ils jouent petit et gros. Qui jouent ensemble. Ils jouent petit gros. Ils jouent ensemble et ils jouent, voilà quoi. Ils jouent un peu leur réputation quelque part. Il y a un peu de ça, tu vois. Ouais. Alors, leur réputation, leur comment dire, leur legacy. Leur legacy, ce qu'ils vont, leur image, ce qu'ils vont laisser dans l'histoire et tout. Mike D'Antoni aussi, du coup. Ah bah lui c'est encore pire. Enfin, lui c'est encore plus gros. Lui il s'en bat les couilles là, ça se voit. Putain, mais c'est la fin de son contrat. Il est mort de rire. Il a lâché les rênes depuis. Et là c'est trop bien. Bah, là moi je l'adore ce Mike D'Antoni. On y va. Ouais. Vous savez quoi? Ah c'est avec son grand en face. Tiens, Austin Rivers rentre. Moi j'aimerais que cette saison ne s'arrête jamais pour les Rockets. N'empêche que. Moi j'aimerais que cette saison ne s'arrête jamais. Quand tu vois le match face au Jazz, j'aimerais tu vois qu'il y ait aussi 200 le matchs. match face. Attends, qui c'est qu'ils ont joué juste avant? Attends, bouge pas, j'arrive. Juste avant, là, c'était vachement intéressant à observer. Houston. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les Warriors, ça je sais. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, là? Boston. Voilà, Boston. Juste avant le All-Star Game. Ah oui, avant le All-Star Game. Juste avant. Juste avant le All-Star Game. Bah, c'est après la trade deadline. Tout à fait, oui. Moi, depuis le transfert de Capella, je rate pas Houston. Non, Boston. Donc, match intéressant parce que Boston est clairement pour moi une équipe qui représente un effectif complet, mais qui n'est pas un effectif trop orienté sur les big men.
Et donc, Ty, c'est quand même assez mobile. Après, ils ont des Grant Williams. Ils font quand même beaucoup jouer Jason Tatum poste 4. Nescanter. Voilà, mais Nescanter, il a pas. Enfin, c'est compliqué pour lui sur de match-up, faut le dire. Ah bah là, il s'est tapé Tucker, il a pas compris. Voilà. Mais je trouvais Boston le truc intéressant pour Houston parce que justement, Boston a cette capacité à s'adapter au micro-ball tout en restant un peu plus grand. Je sais pas si je m'exprime clairement. Ce qui est plus compliqué pour le Jazz, par exemple. Ce qui va être plus compliqué pour les Nuggets, par exemple, tu vois. Tout à fait. Rien à battre. Houston, ils jouent leur jeu, ils s'occupent pas du truc. Ils ont battu le Jazz. Covington, il a été crado de chez crado à 3 points. Il a mis, je sais pas, 1 sur 10. Bah, de toute façon, on l'avait dit. 2 sur 15. On avait dit que ça va être open bar. Mais il a été crado de chez crado à 3 points. Ça les a pas empêchés de battre le Jazz. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Ça donne des espaces à Westbrook et Harden qui, du coup, je trouve, surtout Westbrook d'ailleurs, comme tu dis, là, c'est très très grave. L'autre, ça y est, là, il a compris, ça y est, il a compris. Il attaque le cercle. Il arrête les pull-ups, là, il en prend de moins en moins. Bah, il les prend quand il faut. En fait, il les prend mieux. La répartition est mieux quand même. Parce qu'il continue à prendre du mi-distance, mais il les cadre mieux. Et surtout, on redécouvre dans le timing. Le Russell Westbrook, genre 1 contre 1, avec un peu d'espace, quel que soit le joueur en face, c'est très compliqué à défendre cette affaire. Surtout si tes big men, ils sont écartés dans les corners sur PJ Tucker et Robert Covington. Que du coup, ta protection de cercle, là, on a vu le Jazz, plusieurs reprises, Westbrook s'est retrouvé face à Ingles, face à Bojan Bogdanovic, je les aime bien, mais ils peuvent absolument rien faire face à un Westbrook lancé. C'est impossible. C'est physiquement impossible, c'est athlétiquement inenvisageable, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, c'est vachement intéressant en fait tactiquement parce que du coup, défensivement, ils souffrent par moment, forcément. Et les mecs rentrent 2 têtes à tout le monde, donc forcément, tu vas souffrir un peu au rebond. Et encore avec Westbrook, Harden, qui sont des assez bons rebondeurs, plus Jeff Green, je suis sûr ils vont réussir à bricoler. Tout le monde en fait connaît son rôle. Quand tu vois les Tucker ou Covington, même quand ils voient un shoot qui est en l'air. Ouais, il est même pas question de savoir si je peux me positionner, ils boxent tout de suite. Ils se disent genre les gars, va falloir qu'on se donne tous la main pour essayer de choper un rebond parce que ça va être une mission quotidienne. Et Westbrook, tu sens que Harden, je suis pas encore sûr, mais j'ai l'impression qu'il est motivé. Westbrook, tu sens que lui, il a complètement. Oui, c'est le pivot maintenant. Et puis il a complètement intégré cette notion de mission micro-ball et il se donne, mais comme un fauve. Et je trouve qu'Harden commence à reprendre du rythme. Et donc, du coup, en fait, j'hallucine à chaque fois que je vois Houston, je suis là. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que Robert Covington et PJ Tucker, c'est la raquette. Ouais. Donc, déjà, ça, voilà. Et du coup, tout de suite, je fais ok, qu'est-ce qu'il a fait le coach adverse ? Tiens, il a rien changé à son 5 majeur. Et en fait, en cours de match, il s'est mitraillé, qui c'est qui change ? Qui c'est qui change ? C'est l'équipe adverse pour l'instant. Ah, bien sûr. Pour le moment, les débuts du test sont réussis parce que les mecs sont obligés de s'ajuster. Et la phrase est terrible, là, tu vois, on en parle comme si c'était normal, mais tu regardes la saison de Westbrook à Houston, je crois que c'est un univers qui il y a 1 an est inconcevable. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de fans. C'est bien ce qu'il fait. Il y a beaucoup de fans, à mon avis, des Rockets et de ce que j'ai pu voir un peu et lire à droite à gauche, qui regardent ce qui se passe avec Westbrook en termes d'activité, de style de jeu et de ce qu'il apporte, que l'équipe gagne ou ne gagne pas, où ils se disent putain, on a beau adorer Harden, ce mec quand il est en mode. Tu ne peux pas ne pas l'adorer, quoi, c'est chaud. Et en plus, je trouve que. Quand il est efficace comme ça. Il faut qu'il continue à travailler, mais ils sont assez complémentaires, en fait. Ça va, c'était le pari. C'était le pari de juillet 2019. Je dis pas que c'est idéal, mais c'est intéressant en tout cas. Non, c'est clair que là moi, pareil, enfin, il n'y a pas un seul match de Houston qui n'est pas intéressant à regarder parce que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? À voir, par contre, il faut essayer de faire un run. Parce que là. Là, ils sont quand même sur 4 victoires de suite, là. Oui, mais il faut continuer, voilà. Dans les 4 victoires, il y a Boston et Utah, ce qui est quand même bien. Après, il y a Golden State et New York, ce qui est normal. Mais moi, je parle de streak vénère. Genre la streak qu'on a vue de Jokic, où tu remportes 90% de tes matchs. La streak des Lakers aussi, la streak des Clippers. Là, tu reçois Memphis. Après, tu vas à Boston et à New York. Ensuite, tu reçois les Clippers. Ensuite, tu vas à Charlotte, tu reçois Orlando, tu reçois Minnesota. Oh, ça va. Il y a moyen d'en prendre. Hein. Après, il faudra aller chez les Lakers et chez les Blazers. Mais après, tu reviens à la maison, tu reçois les Cavs, les Kings, les Bulls. Enfin, tu vois, il y a moyen. Il y a une grosse série. Attends, elle est où ? Ouais, voilà, c'est ça que j'avais repéré. Il y a une grosse série à l'extérieur, là, vers la fin mars. Dallas, Milwaukee, Pacers, Pistons, Sixers. À l'extérieur, d'affilée. Là, va falloir... parce que eux, leur classement... beaucoup joué pour eux. Bon, par contre, il n'y a qu'une seule équipe que tu peux affronter en playoff là-dedans. Enfin, je veux dire, j'aime bien comme test, mais moi, c'est pas ceux-là, par exemple, tu vois, qui me...
Bah, si, c'est du test de régulière parce qu'il faut gagner des matchs. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux que je vais un peu plus observer, je sais pas si tu les as sous les yeux, mais Ouais. quand est-ce qu'ils jouent le Thunder? Est-ce qu'ils les rejouent? Je suis pas sûr. Je crois qu'ils ont joué, ou ils ont peut-être une dernière. Thunder, non. Le Jazz, je crois que c'est fini. Je crois qu'ils ont un dernier avec le Thunder. Il y a non Clippers, il y a du Lakers, il y a du Blazers. Voilà. Là, Il y a du Mavs. Il y a du Pels. Mavs Rockets, c'est Tout à fait, possible ça au premier tour. Bien sûr, bien sûr. Il y a du Pels. Non. Il n'y a pas de Pels. Non. Ces équipes de l'Ouest contre qui tu dois jouer, là, ça j'avoue, là, moi je suis en. Mais moi après, là, je sépare vraiment le côté dynamique pour Houston et après, on verra. Dans le cadre de séries où on sait bien, toi et moi, comment ça s'adapte dans une série en 7. Les coachs peuvent te changer des trucs et tout. Là, on va beaucoup rigoler. Parce que là, on va avoir des coachs adverses qui vont changer des trucs. Et eux, Houston, l'apéro tous les jours. Et eux, Houston, ils vont faire genre rien à battre. Alors, On a retour rien sur le changé. game 1 des Ouais. Rockets. Retour sur le game 2 des Rockets. C'est trop ça. Bonne Ils chance. vont jouer de la même manière. Non, j'avoue, Houston, ça va être tout Donc faire c'est regarder. vraiment ça, je vais complètement continuer à suivre. Je suis assez content par ce que j'ai vu, par les prémices de ce que j'ai vu. Je trouve ça cool et je pense que ça peut gagner des matchs. Je suis bien d'accord. Je pense que ça peut créer des sacrées surprises. Vraiment, suis bien je le d'accord. pense. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, pour suivre nos amis les Rockets dans les autres petits détails à suivre, nous avons évidemment la bataille de Los Angeles. Il y a un dernier épisode le 8 mars. D'ailleurs, les Lyonnais et les Lyonnaises, on arrive en courant. On sera ensemble le 8 mars pour ceux qui ont pris leur plaza. Bon, il y a un match de saison régulière. Très bien. On a les Lakers qui sont tout en haut de la conférence Ouest. Ils ont donc, j'ai sous les yeux, 43 victoires pour 12 défaites. On a les Clippers qui sont en 3ème place. Ils ont 38 victoires pour 19 défaites. Les dynamiques sont assez différentes. On voit ce qui se passe avec les Lakers qui sont en train gentiment quand même de mettre le verrou sur la première place. Difficile de voir les Nuggets ou les Clippers aller leur prendre. C'est possible mathématiquement, mais on est d'accord sur le fait que c'est un peu compliqué. Je suis d'accord. Les Clippers, eux, dynamique différente. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été intégrés, du Markieff, du Reggie Jackson, du Marcus Morris, du Reggie Jackson. Et c'est quoi? Tu C'est crois contre ça, Reggie Jackson, toi, juste comme ça, petit aparté là? potentiellement. Et je pense que juste, il faut pas le juger trop tôt. Je pense que ça a été. Il y a eu des moments qui étaient pas mal sur la fin de son ère des Pistons, même si c'est terrible à affirmer. Mais il y a eu quelques petits moments pas mal et t'es tout le temps content à la limite d'avoir ça en playoff. S'il y a un mec qui se pète, pourquoi pas. Mais juste, je crois que c'est contre les Kings qu'ils ont été affreux, les Clippers. Mais vraiment C'est pas la affreux. première fois de la saison. Tout à fait, c'était intolérable. Ce que je vais observer, c'est load management. En gros, les Clippers. On a fait la stat. Combien de matchs y a-t-il eu avec Kawhi, Paul George, Lou, Pat Bev, Montrezl Harrell? Très peu. Une quinzaine, pareil. On en avait parlé pas mal avec les copains des Clippers sur Twitter. Il n'y en a pas eu assez. J'aime bien le management, mais là, il faut la dynamique. Il faut que les mecs jouent ensemble, les Clippers. Il faut que tu aies les matchs où, en fait, ces 5 mecs et les autres soldats sont là, et les Clippers gagnent de 20 points, de 25 points, et tu regardes et tu fais merde. Ils sont sur 7 victoires de suite, n'importe qui passe sur leur roue décède. Donc les Clippers, je vais les observer de très près. Ça, et c'est bon là. Kawhi, on peut plus se faire tant de matchs de repos. L'absence de Pat Beverley, tout à fait. L'absence de Pat Bev les fait grave chier. Du coup, il y a Doc Rivers qui bricole. Qui bricole, mais ça bricole pas bien dans le jeu. C'est pas la spécialité de Doc Rivers, ça. Hein. Tout à fait. La bricole tactique, c'est pas là qu'il est le meilleur, notre ami le Doc. On est totalement d'accord. Donc la variété du jeu offensif des Clippers n'est pas tip top. Il reste 25 matchs, on y va. Donc ça là-dessus, pas cool. Et de l'autre côté, évidemment, pour les Lakers, si tu as assuré ce premier seed à l'Ouest assez rapidement, qu'est-ce que tu te permets de donner comme repos à LeBron et AD? On l'a répété depuis le début des 30 prévus en 30 jours. L'objectif des Lakers, c'est LeBron et AD à 100% le 18 avril 2020. On y est, c'est dans 6 semaines. Il faut que les Lakers fassent attention à ça. Évidemment, ils y font attention. Mais comment est-ce qu'ils vont agir? Est-ce qu'ils vont se dire parfois, sur ce match-là, on abandonne, sur celui-là, on ne sait pas trop? J'attends toujours à titre personnel ces deux équipes en finale de conférence. Après, on pourra refaire des pronostics quand on se rapproche du 18 avril. Quand on aura les brackets. On verra tout à fait. Mais vu ce qui se profile, c'est qu'on a une équipe en 1 et une autre équipe sur le bracket de 3. A priori. A priori. En voyant ce que ça pourra donner, en effet, série par série. Mais ces deux teams, en tout cas, ont fait le recrutement qu'il fallait pour viser le titre cette saison. Qui va gérer le mieux ces 6 dernières semaines? On le voit, tu vois, en face, on vient de parler des bugs dans la vidéo de la conférence Est. Les mecs, la dynamique, elle est tracée. Tu sais comment ils font. Ils ont leurs joueurs, tout va bien, il n'y a pas de load management. C'est quoi, ils vont peut-être faire un peu de load management quand même, les Bucks. Hein. Mais peut-être, tu vois. Mais ils auraient tort de s'en priver un minimum. Tout à fait. Mais ils jouent Orlando ou Brooklyn au premier tour.
et ils jouent je sais pas qui en demi, ça pourrait être relou, mais c'est pas la même là. Là, si t'es les Lakers ou les Clippers et que tu joues des équipes un peu plus chiantes au premier tour, t'as pas envie d'y laisser des plumes. Ah, c'est vrai. Donc attention à la battle de LA. Attention, très clair. Ah ouais, non, c'est clair que la dynamique va être très importante. Je trouve les Lakers sont un peu mieux positionnés à l'orée de la dernière ligne droite. Déjà, ils ont de l'avance au classement. Si t'es fan et que tu t'arrêtes là, je pense que c'est difficile de demander mieux. Ouais. Et surtout, je trouve qu'ils ont finalement plus montré que les Clippers sur cette régulière. Moi, je suis assez déçu pour l'instant par la régulière des Clippers. Complètement. Alors là, c'est très bien un troisième, mais on n'est pas du tout au niveau de hype et d'attente qu'on avait cet été. Moi, je pensais qu'ils allaient gagner plus de matchs que ça. Je pensais qu'ils allaient jouer mieux que ça. Bon, après, Paul George a été beaucoup blessé, ça joue. Ah, mais non, toujours un mec. Je suis d'accord. Ils défendent pas ouf. Je suis d'accord. Je suis pas fan. Je suis d'accord. Je les. Pour l'instant, ils sont pas dans une dynamique d'équipe si forte que ça. Faut fermer des gueules en playoff et on le sait, ça vient avec une dynamique. Et comme on parle pas des Raptors, je voyais beaucoup de comparos avec les Raptors. Les Raptors, ils étaient dans une bonne dynamique l'année dernière. Ils étaient deuxième à l'Est avec une bête de dynamique. Premièrement, et ils avaient eux aussi des sacrés joueurs. On dit oui, mais là Kawhi est mieux entouré. Kawhi, il est peut-être mieux entouré. Ça se discute en fait. Kyle Lowry, Marc Gasol, Serge Ibaka, Pascal Siakam. Enfin, il y avait des défaites des Raptors, mais il n'y avait pas des défaites comme celles qu'on a vues parfois avec les Clippers, où il y a beaucoup de joueurs qui sont présents et tu fais genre, mais qu'est-ce que c'est que cette motivation ? Et puis le coaching de Nick Nurse, c'est pas. J'aime bien. Doc Rivers sait faire des choses incroyables en termes de gestion des hommes et de motivation des équipes. En termes de coaching pur, je l'attends, Doc Rivers, je veux bien voir. Cette saison, en tout cas, avec cet effectif, puisque l'année dernière, on l'avait vu, c'était pas mal quand on était dos au mur. L'année dernière, dos au mur, on sait bien. C'est ça. Mais tu vois, avant, totalement. avec Lob City, avec Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, quand il a fallu coacher. Je suis bien d'accord. C'est quand même fait out-coach par Kevin McHale, l'autre, alors qu'il menait 3-1 à la série, c'était Doc Rivers que j'ai rêvé. Je suis bien d'accord. Voilà, par exemple. C'est pas faute de l'avoir répété. Voilà. Doc Rivers, c'est sympa, mais il n'y a pas que les joueurs, quoi. Il y a aussi le coach qui doit se mettre dans une dynamique côté Clippers. Tout le monde, attention les gars, voilà. C'est les Clippers, tu peux pas te ramener et faire une fin de saison moyenne en te disant on va pouvoir activer. C'est mort. Point suivant. Nos amis de Denver. Voilà, je continue à monter. Ils sont au milieu de la battle de Los Angeles. Ils sont au milieu de la battle de Los Angeles. Et ils ont tout ce qu'il faut en main pour garder cette deuxième place. Nikola Jokic. Bon, que dire ? Entre deux tartes à la crème, l'autre, il joue vraiment bien au basket, faut le dire. Ça suffit, les blagues sur le poids. Faut vraiment le dire. Il joue vraiment bien au basket. En plus, il commence vraiment, il a passé des caps en défense. Ça commence à être mieux. Ça commence à être de plus en plus fiable. Là, ils peuvent compter maintenant sur le retour de Millsap. Je veux dire par là, Millsap est déjà revenu depuis quelques matchs, mais je veux dire vraiment, Millsap monte en puissance. On retrouve le Paul Millsap. Donc on retrouve cette espèce d'alliage Jokic-Millsap qui est une raquette quand même extrêmement chiante à jouer des deux côtés du terrain, avec des sorties de banc Mason Plumlee, Jeremy Grant quand même c'est quand même pas mal en fait. Jamal Murray est revenu. Alors il y a toujours le problème Gary Harris qui est vraiment dans une saison pas ouf, on va dire. Là, défensivement c'est très bien. Non, défensivement c'est super, mais en attaque c'est chaud, il a du mal à rentrer un panier quoi. Mason Plumlee blessé. Heureusement pour eux, oui. Mason Plumlee. Les matchs où il a pas été là, voilà. Ça leur a fait mal quand même. Oui, oui. Non, mais Mason Plumlee. La dynamique Michael Porter Jr. aussi, ça leur a fait mal. Voilà. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Moi, je vais vraiment beaucoup suivre la fin de saison des Nuggets. Ils ont déjà un équilibre un peu. On connaît déjà à peu près les rotations des Nuggets. Il n'y a pas de surprise, quoi. Le 5 majeur, on le connaît à peu près. On sait qu'ils ont une profondeur de banc quand même intéressante. On sait qu'ils jouent beaucoup une marque assez répartie en attaque, avec de la bonne circulation de balles et compagnie, qui sont capables et de shooter à 3 points, et de jouer dessous avec des Millsap, des Jokic ou des drives de Murray. Enfin, ils ont beaucoup de qualité, les Nuggets. Ils ont un jeu très varié. Ils ont besoin que Jokic se comporte comme une superstar. C'est ce qu'il est en train de faire là depuis, on va dire depuis 2020, moi je trouve. Ouais, un peu avant, mais c'est ça, ouais. Un peu avant, ouais. Et tu vois, genre là, il sort des matchs très très sales et il fait gagner son équipe, ce qui est important. Ceux-là, non seulement ils sont entre eux les deux Los Angeles,
Est-ce que Denver, ce que je vais essayer de déceler, mais peut-être on n'aura pas la réponse avant les playoffs, mais est-ce que Denver peut continuer à travailler et à se mettre dans la continuité de cette saison, à se mettre dans une bonne dynamique pour arriver en playoffs et être capable de garder cette deuxième place et donc d'aller en finale de conf vraiment et de faire chier les Los Angeles, Houston, quoi. Bah, techniquement, ils en sont capables. Mais à mon avis, j'aime bien cette équipe. Bah, moi aussi j'aime beaucoup, mais si tu veux, je pense que les mecs qui regardent aussi ce qu'ils ont fait l'année dernière, et évidemment que ton objectif c'est d'aller en finale de conférence, mais Denver là, évidemment tu dois passer un tour, ça c'est sûr. En demi, t'as joué Portland l'année dernière où t'es sorti en 7. Parce que si tu joues Dallas ou le Thunder, tu sais que c'est pas des match-ups si simples que ça. Non, c'est au premier tour. Tout à fait, c'est pas facile. Favori, tout à fait, t'es favori. Et normalement ça devrait le faire, mais c'est juste, si tu te ramènes en demi-finale et que tu dois jouer une équipe comme les Clippers par exemple, bon bah si tu tiens dans la série très bien, et si tu gagnes incroyable, mais si tu perds, personne va faire oh là là, non, personne. Vraiment quelle surprise. Enfin, non, je suis d'accord. Alors que pourtant on vient de bien tracher les Clippers, mais en termes de talent, etc., parce qu'on sait que les Clippers, ça, je pense qu'ils visent les finales de conférence, mais j'arrive pas à voir, pour répondre à la question, j'arrive pas à voir ce qu'ils peuvent faire en 6 semaines pour soudainement créer un espèce de... Ils peuvent faire quelque chose, de plafond, quoi. Continuer là, dans cette bonne dynamique sur laquelle ils sont. Je veux dire, Denver, là, ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs. Ouais. Ils sont forts à la maison comme d'hab, et puis tout à fait corrects à l'extérieur. Continuer là-dessus. Continuer à intégrer du Michael Porter Jr. pour voir un peu quel genre de solution offensive t'auras quand tu seras en playoff. Croiser les doigts, faire jouer Gary Harris pour croiser les doigts pour que ça commence à rentrer. Et si Gary Harris il commence à faire tomber dans les tirs, tu deviens chiant Denver. Hein. Bien sûr. Tu deviens fort. Hein. Et après, entre chiant et waouh, tiens, il y a un espèce de step que j'arrive pas encore à voir. Moi, je crois qu'avec une bonne dynamique de fin de saison, Denver peut être très surprenant encore plus en playoff. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Finale de conf ? Ouais. Ok. C'est noté. Ça veut dire que quand il faudra croiser une des deux équipes de Los Angeles, ça va être un sacré combat. Le plus gros que même les PCI, équipes de Los Angeles auront à donner en playoff. Bah écoute, ma foi. J'y crois. Bah j'espère en tout cas, parce que les Nuggets sont vraiment kiffants à regarder, ça c'est vrai. Moi j'espérais terminer sur une note positive, mais je ne peux pas. Ah. Vas-y. Même l'orage se met avec moi. Je crois que c'est la fin là pour Pop. Je crois qu'on va... Ah ouais, non, c'est pas une note positive du tout. Non, Ah d'accord, ok, excuse-moi. Te marre pas. Te marre pas. Bah moi... Te marre pas. Je pense que c'est bien. Je vois les 25 derniers matchs des Spurs qui arrivent, et peut-être qu'en effet, on va le retrouver la saison suivante, et on le retrouvera encore une fois après ce qui va se passer à Tokyo, parce qu'on sait, il y a cet été où il va retrouver les Team USA, où les mecs vont être vénères avec ce qui s'est passé en septembre, donc l'autre il va se pointer au bureau, il va faire genre ah tiens Steph ça va, LeBron, au fait KD ça va la cheville, enfin bon, il va avoir l'effectif. On la veut cette médaille d'or ou c'est comment ça. Ouais. À 3 on y va, 1, 2, 3. Donc, je prends pas de temps mort. Je pense que vous démerdez. Ouais, je suis désolé Lillard, en fait j'ai Westbrook en backup. Donc je pense que lui ça va lui faire du bien, notamment de pouvoir avoir voilà, ce trip un peu avec en représentant la bannière étoilée à Tokyo, il va pouvoir se faire plaisir, mais là de ce qui se passe à San Antonio, on peut y voir évidemment des signes, on peut voir ce qui se passe en termes de transition, de travail qui est fait avec ses assistants, la dynamique qu'il y a au niveau des joueurs. Bon, peut-être en effet que l'été va passer et qu'on va retrouver Pop encore à un camp d'entraînement et que ça ira un peu mieux et qu'il y aura peut-être eu du mouvement à San Antonio. Mais j'avais eu un ressenti déjà par rapport à Duncan avant qu'il y ait eu tous ces playoffs et la série face au Thunder où il part, etc. On se dit genre merde, il n'y a pas eu d'annonce. Souvent quand il n'y a pas d'annonce comme ça, on ne sait pas. C'est comme ça. Et là, quand tu vois Pop, ce qui s'est passé avec R.C. Buford l'été dernier qui a changé de poste, même s'il y a Duncan qui est là sur le banc en tant qu'assistant, les signes pointent pas mal quand même vers une potentielle dernière saison, là, celle en cours, avec 25 derniers matchs. Et donc, soit Pop prend sa retraite, en tout cas en ce qui concerne la NBA cet été. Il n'y a rien d'annoncé, on est d'accord. Il n'y a rien d'annoncé. Soit en effet, il a dit, moi je prends l'été, puis allez vous faire foutre, et puis on va voir. Soit il prend sa retraite, et à ce moment-là, on se sera préparé, soit on essaye de... Moi je vais être le premier en tout cas à essayer de profiter autant que possible. Profiter de rien du tout cette saison. C'est ça je vais essayer de profiter autant que possible, juste de
Mais des petites choses, vas-y, prends une double technique et fais-toi expulser. Lâche des punchlines aux journalistes, fais un bisou à Duncan. Moi je m'en fous là maintenant. On l'a fait dans la dernière vidéo, c'est devenu un mème sur Twitter. Je m'en bats les couilles, il y a de la saison des Spurs. C'est pour ça que quand tu disais il y a une bataille à 4 équipes à l'ouest pour le top 8, moi j'y crois même pas, vas-y, Nick, c'est pas grave. Même si les Spurs vont en playoff, ça me casse les couilles. Parce qu'après tu rencontres les Lakers au premier tour et j'ai pas envie de me faire taper par les Lakers 4-0. T'as pas envie, mais. T'as pas envie, mais. T'as pas un choix. T'as pas envie, mais t'as pas le choix, mon frère. Donc, je crois que Pop, malheureusement, ça sent un peu la moucade. Ça sent un petit peu le dernier virage. Et donc voilà, au pire, vous vous préparez. C'est pas mieux quand même que ça soit la fin pour lui. Là, faut dire qu'il reparte pas, parce que s'il repart pour une autre saison avec les Spurs, il repart avec quoi? Quel groupe? Pour faire quoi? Même pour les Spurs en général, que ce soit la franchise, les fans et tout, est-ce que c'est pas mieux de recommencer et de faire une reconstruction? Parce que là, va falloir un peu reconstruire, va falloir retravailler le groupe avec un autre coach, quoi. En fait, c'est une transconstruction, c'est une transition-construction. Popovic, il mérite mieux que de finir sa carrière par 2 ou 3 saisons sans play-off. Merde. Oui, je suis bien d'accord. Parce que c'est un peu ce qui peut se profiler, quoi. Tout à fait, mais on se l'est dit déjà 5 milliards de fois, malheureusement, on ne choisit pas les fins de carrière, même pour les plus grandes légendes. Oui, non, tout à fait. Et donc, il y a des Phil Jackson qui se font sweeper par les Mavs en 2011. Il y a des légendes qu'on retrouve comme Patty Wing avec des maillots qui sont fucked up, Hakim Olajuwon, etc. Donc, je sais pas pour Pop, mais je pense qu'à mon avis, c'est bon, il a Duncan à ses côtés, il a pu faire son taf, faire des bises avec les mecs. Les clés à Timmy. Non, il va pas être coach principal. Ouais, enfin, tu vois, tu m'as compris, quoi. À Becky, donne les clés à Becky. Oui, voilà, à Becky par exemple, ou à d'autres personnes. Mais je crois que même Becky a pas très envie et je pense que je peux comprendre. C'est ça le problème, là, il faut... Parce que celui qui prend la suite de Pop à San Antonio, comment dire petite responsabilité, c'est clair. Tiens, question trivia, c'est qui a pris la suite de Phil Jackson aux Lakers. C'est pas pareil. Non, mais je veux dire par là. C'est pire, Pop, c'est plus dur. Pop. Oui, tout à fait. Pop, c'est les Spurs. Ouais. Point barre. Je crois que ça sent la fin, les copains. Et donc, il faut aussi s'y préparer. Ou alors, excellente surprise, et on se retrouve la saison prochaine avec une nouvelle saison à 40. Ce serait bien déjà, c'est une belle médaille en or à Tokyo, avec des gros joueurs qui viennent un peu rendre hommage à Pop au patron. Merde, quand même. Ouais, je suis d'accord. Ils y vont. Mais moi, je lui souhaite pas de rempiler la saison prochaine, en toute honnêteté. Vraiment, je lui souhaite pas. Donc, quand je peux avoir du Pop dans ma vie, j'en prends. Donc, mais il y en aura quand même, il sera là, il sera pas loin. Mais foutez-moi quelqu'un d'autre sur le banc. Une autre saison, one more year, one more year. Mais ça va, il a 83 ans. Dans 10 ans, là, tu sais. Ferme ta gueule avec ta franchise claquée, là. Non, mais les Laisse-moi. Laissez-le partir. Je n'en peux plus. Laissez-le partir. Stop. Laissez-le partir. Je suis en PLS depuis le début. Franchement, moi... Mais t'as l'impression... mais attends, on dirait le mec qui se fait persécuter par les Spurs, genre laissez-moi. Ah non. Je dis ça dans le sens, je pense qu'il faut accepter l'idée que Popovic va raccrocher et que finalement c'est ce que je dis, là. Le côté s'accrocher au truc, moi je pense que c'est mieux s'il s'arrête cet été. Pour lui, pour les Spurs, pour voilà. Ok, bon, je pense que c'est mieux. Tout à fait. Moi juste l'idée c'est qu'il y a des bons signaux qui montrent vers ça, mais s'il revient, si on peut avoir un des, si ce n'est le meilleur coach de tous les temps qui peut être là une saison de plus en biais, ouais, moi je prends, j'avoue. Je prends du rab. Je suis pas sûr, moi. Non, moi je suis pas sûr de prendre parce que si c'est pour le voir gagner 25 wins ou 30 wins ou 35 wins, il forme les jeunes. Playoff, il fait une transition avec les jeunes et on essaie de voir comment ça se passe. Après j'avais peut-être un côté idéalisé de Pop. Moi j'aurais aimé qu'il s'arrête, tu vois, genre sur une bonne saison, bien propre, ça va en playoff, ça se bat bien, du jeu à la Spurs et il fait voilà. Bon, malheureusement c'est pas le cas cette saison déjà. Écoute, c'est comme donc déjà ça. Là c'est compliqué. Ça serait, si je dis pas de bêtises, cette saison, s'il n'y a pas de playoff, ce serait la première saison depuis 25 ans. 25 ans. Parce que la première, il l'a reprise en cours, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Il était là, mais... Mais ça pourrait être le record all-time, là, si les Spurs vont en play-off, et malheureusement, c'est un peu mal parti. 2 saisons consécutives, voilà. On va voir pour Pop. Voilà pour les points, sinon moi j'avais des bonus, je te les fais rapidos. Le comeback de Youssouf Nurkic, attention, faudra voir. Parce qu'apparemment Hassan Whiteside a dit que c'était le défenseur de l'année, donc faudra voir, parce que t'en as parlé avec Rudy. Il me fait trop marrer, Hassan. T'as vu quand il met son lancer contre le hit, il reste 2 heures. Bah bien sûr, il garde le poignet. Il reste 2 heures comme ça, regarde le vent et tout. Comment on va se marrer en play-off? Ça va ou pas? Ça va, Miami? Jimmy. Ouais, non, on va en play-off et pas toi. Et surtout, on le note, qui va se farcir Dallas au premier tour? Parce que s'il y a bien une série casse-gueule... Peut-être les Nuggets ou peut-être les Clippers. Et alors là... Ou pourquoi pas les Rockets en fonction de comment ça marche. Casse-gueule. J'aimerais bien un duel texan. Alors là, casse-gueule. Ça va être très drôle. Harden contre Doncic, alors là, Twitter.
Et puis, Nom de Dieu. Westbrook. Hein Westbrook. Ouais, bien sûr. Tucker contre Porzingis. Ça match. Non, moi je pense qu'il pourrait y avoir un. Tu vois, parce que tu me dis Dallas-Denver, aujourd'hui je pile ou face. Tu me demandes de faire un pronostic sur une série Dallas-Denver. J'ai l'impression que je mets Denver devant quand même. Eh bah, tu me donnes Luka Doncic sur cette match, j'ai très hâte. Ouais, non, mais je suis d'accord. Putain de merde. Ah bah, Luka Doncic, on a hâte de le voir en playoff, lui. Hein. Quel que soit l'adversaire, j'ai envie de te dire. C'est pour ça. Les Clippers avec Kawhi et Paul George sur le palo. Tu sais que c'est pas un cadeau. Et c'est pour pas les un cadeau. Clippers, de jouer Dallas. Ouais, c'est pour ça. Parce que Doc Rivers face à Rick Carlisle. C'est une équipe qui offensivement a des ratings absolument incroyables. À 3 points, ils sont complètement fous. Ils ont une confiance parfaite, tout le monde connaît son rôle. Ça fait vraiment mal de pas avoir Dwight Powell. Ça, c'est vraiment relou. Porzingis, c'est une match-up relou, tu vois, pour une équipe comme les Clippers, par exemple. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, l'équipe qui va. Parce qu'on le voit à peu près, les équipes qui pourraient être dans le top 4, mais l'équipe qui va se farcir Dallas au premier tour. Ah, chier. Saoulé. Je suis Upset d'accord. incoming. Je suis d'accord. C'est Voilà. possible. Du Ok, coup, pour la c'est conférence Ouest, dites-nous, vous, ce que vous avez prévu de regarder, ma foi, dans la conférence Ouest. En plus, Ah, écoute, on a pris que 1h15, hein, évidemment. Merci Léon, c'est à la prod. On vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite pour d'autres apéros. Ciao.